Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalte. Pour vous remercier de votre fidélité tout au long de l'année, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les meilleurs moments de l'émission. Et ces deux bolides reportages rencontres, voici pour vous le best-of d'Asphalte. Jean Ragnotti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir rejoint Asphalte, c'est un réel honneur pour l'équipe. Tout le monde est fan, hein, je vous dis, hein. C'est bien. Alors pour commencer, une petite confidence. Est-ce que c'est vrai que vous avez conduit votre première voiture à l'âge de 8 ans? Oh oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être même 7. Je m'en Non. rappelle. Ouais. Mais j'avais tendance à tout ce qui me tombait entre les mains, bicyclette, enfin un peu tout, et le tracteur, la voiture de mon père. Alors au début, je tournais autour du platane. Alors j'accélérais de plus en plus. La voiture partait en dérapage, je finissais par faire une tête à queue parce que j'avais du mal ou à tenir le volant suffisamment près ou accélérer suffisamment. Voilà. Oui. Alors il y avait toujours un truc qui clochait un petit peu. Et après, on roulait sur la route avec mon père. À cette époque-là, si on était arrêté par les gendarmes, il y avait zéro problème. Juste, il disait, non, il est un peu jeune, il ne faut pas le faire reconduire. Il n'y avait pas de procès, enfin, il n'y avait pas de PV, il n'y avait rien. Et on allait à Carpentras ou à Pernes et je conduisais sur ses genoux, quoi. Ouais. Alors il était vigilant parce que de temps en temps, comme déjà j'aimais bien faire des blagues, de temps en temps je faisais semblant d'aller écraser une poule au bord de la route ou un truc comme ça. Alors je mettais un coup de volant, là, il me rattrapait le volant, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, on va s'amuser un peu. Et en fait il y avait déjà une totale maîtrise. Oui, c'était le début. Et alors à l'âge de 15 ans, vous participez à des gymkhana un peu particuliers puisqu'il s'agit de tracteurs? Voilà, parce que j'ai arrêté l'école au niveau du certificat d'études, donc j'avais 14 ans. Et de 14 à 18 ans, j'ai travaillé dans la ferme avec mes parents. Et puis, on massait Ferguson à l'époque. Et il y avait de temps en temps un gymkhana avec des gens de tous les âges, des conducteurs qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et moi, j'étais le plus jeune. Et j'arrivais quand même à gagner le gymkhana parce qu'il y avait un endroit ou deux sur ce gymkhana. C'était éviter des quilles, faire en marche arrière, faire des trucs, où tout le monde faisait une manœuvre parce que ça passait pas. Et moi, j'arrivais à bloquer la roue du tracteur et à faire un quart de tête à queue, disons. Et au lieu de faire marche avant, marche arrière et de passer, je tournais une seule fois. Donc, je remettais 2 secondes, 3 secondes. Et j'avais gagné ma première coupe, on va dire. Ma première coupe, c'était sur le gymkhana qui avait lieu, je crois, à Pernes-les-Fontaines. Voilà. Donc, c'est réellement en 67 que vous rentrez dans la compétition avec le rallye d'Istres et vous finissez très bien pour un premier rallye. Oui, c'est le premier rallye. Alors à cette époque-là, on faisait des reconnaissances et les copilotes... Illimité, hein? C'était des copains. Donc ils ne m'annonçaient pas de notes, rien, c'était conduite à vue. Non. Ouais. Et puis comme on avait quand même pas mal reconnu, on arrivait à vue à faire des chronos quand même très très bons. Puis j'ai enchaîné après sur le rallye de chez moi, le rallye du Vaucluse, et où on fait encore, il y avait 135 concurrents au départ, dont une 70 Gordini, à peu près, 70 Gordini, on a eu Gordini. Et je fais premier des Gordini et je dois faire 5e au classement général. Alors qu'il y avait déjà des gars à côté, il y avait les Baraillés, la famille Baraillé de Nice, il y avait les frères Henry avec la berlinette de Marseille, il y avait Bob Néré avec la Ferrari. Enfin, il y avait déjà des pilotes du Sud-Est qui avaient déjà une notoriété, quoi. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, bon, j'ai quand même un coup de volant, j'ai peut-être tenté quelque chose ou pas forcément? Ben, au départ, c'était quand même beaucoup, seulement un amusement. Je ne pensais pas du tout faire une carrière. Et à force d'avoir des bons résultats qui sont enchaînés, courses de côte, rallye, un petit peu de tout, enfin, globalement, je gagnais à peu près chaque fois, quoi. Et ce qui fait que... Vous êtes dirigé vers la coupe. Voilà, au bout d'un an et demi, j'ai fait la coupe Gordini. C'est ça. Et mes résultats en coupe Gordini étaient assez bons sans être premier. Je faisais quelques bons résultats. Alors j'avais tendance, bien sûr, à trop glisser et donc à bouffer mes pneus. Mais il y a eu quelques bons résultats dans la coupe. Alors à partir de là, j'ai commencé de me dire, si je continue à faire des épreuves un peu importantes pour me faire remarquer, sait-on jamais, tout ça. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé de faire des courses avec Pierre Timonier. Nous étions voisins, il habitait à côté de chez moi. Il n'avait jamais couru, lui? Lui, il avait couru, il était le coéquipier attitré à cette époque-là
pas professionnel, hein, mais attitré de Franck Alesi, le père de Jean Alesi. D'accord. Alors, ils faisaient pas mal de rallyes ensemble. Le seul problème pour Pierre Timonier, c'est que Jean Alesi, ayant déjà une affaire de carrosserie, il n'avait pas trop de temps pour faire de grandes épreuves. Et le rêve de Pierre Timonier, comme le mien, c'était plutôt de faire moins d'épreuves régionales et plus d'épreuves importantes. Alors, on a sacrifié pas mal de petits rallyes. Et on faisait comme la Coupe des Alpes, ou enfin, des épreuves importantes pour essayer de se faire remarquer. D'accord, une stratégie. Voilà. Eh Alors, oui. je m'étais dit à l'époque, il vaut peut-être être mieux second derrière un pilote très connu avec une voiture d'usine que d'être premier dans un petit rallye. Eh oui. Et je crois avoir fait le bon choix. Et en 70, vous prenez le départ du fameux rallye Monte-Carlo pour la première fois. Alors évidemment, rien à voir avec l'épreuve d'aujourd'hui, la dureté des épreuves spéciales, Ouais. la concentration. Quels souvenirs en gardez-vous? Alors, c'est sûr que le premier Monte-Carlo, ça a été un grand souvenir. Alors déjà, la concentration, à l'époque, c'était un gros morceau. Déjà, parce que c'était long, et comme je voulais conduire absolument tout le temps, on dormait très peu. Donc, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, ça pourrait plus se faire parce que ce serait trop dangereux. Il y aurait trop de risques d'endormissement, de trucs comme ça. Mais à cette époque-là, tous les rallyes étaient longs et difficiles. Et, sauf que ce rallye avait une concentration, en plus des épreuves chronométriques que nous attaquions à partir du bar du matin. Et on partait le vendredi soir, je me rappelle être parti le vendredi soir à 22h de Monaco et avoir roulé jusqu'au lundi midi. Et alors, on dormait un quart d'heure, 20 minutes quand on arrivait en avance au contrôle horaire, tout le long, mais c'était quand même... Alors, il y avait déjà quelques abandons et quelques difficultés, quelques gars qui prenaient des pénalités pendant cette concentration, alors que normalement, la moyenne permettait de passer dans les temps, mais si les conditions météo étaient difficiles, si un petit problème technique sur la voiture, faire de l'assistance pendant une demi-heure, faisait qu'on prenait des pénalisations. Et oui. Mais donc... Et vous avez fini? Voilà, alors on termine 11e au classement général, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est beau. Et premier de la catégorie des voitures de série. Et alors à cette époque-là, j'avais un véhicule assistance, enfin surtout un véhicule assistance, qui était Edmond Simon, avec son break qui le suivait. Donc on ne le voyait pas systématiquement à chaque spécial. C'est pour ça qu'il m'est arrivé de faire des spéciales enneigées avec des pneus sans clous. Et lorsqu'il y avait derrière une spéciale, par exemple, je partais sur une où il y a sans clous, et la suivante était avec de la neige. Donc il y en avait toujours une sur les deux qui marchait pas très bien parce que j'avais pas le bon équipement. Mais on a fait quand même sur la neige, on a fait des super chronos. Et tous les directeurs d'écurie à cette époque-là m'ont remarqué. J'ai été remarqué comme ça grâce à... Tout le monde savait que j'avais peu d'assistance, que c'était mon premier rallye. C'était un exploit. Oui. Et que j'avais brillé. Donc ça m'a quand même lancé un peu dans le grand bain. Oui. Alors 81-84, consécration pour vous évidemment, champion de France des rallyes. Alors cette période, j'étais encore petite, mais quand même, les gens vous attendaient sur les spéciales. Ils vous attendent toujours, hein, mais les gens étaient là, ils voulaient voir Jean Ragnotti passer. Vous avez toujours gardé cette proximité avec le public, c'est important pour vous, hein? Oui, bien sûr, très importante. Et au jour d'aujourd'hui, on a fait des World Series cette semaine, ce week-end. Et j'ai signé énormément d'autographes. J'ai eu un contact avec le public très important. Il y avait des voitures, des collectionneurs. Il y avait 250, 270 collectionneurs. Et j'ai dédicacé des carrosseries de voitures, des affiches, des posters, des tas de trucs. Ça a duré des heures. Hein. Et puis j'ai fait mes démonstrations avec la fameuse Maxi 5 Turbo Philips, qui est la bleue, la voiture un peu mythique, disons, mythique. Mais c'est vrai que la période 80-85, avec les 5 turbos, c'est la seule voiture avec laquelle, bien sûr, j'ai gagné des rallyes champions du monde. Parce qu'après, on est descendu de catégorie, on ne pouvait plus gagner, il y avait les 4 roues motrices. Nous, avec les Clio, par exemple, les Clio Groupa ou la Renault Turbo, on n'avait que 2 roues motrices. Mais on a fait des très bons résultats. Mais donc la période de Renault 5 Turbo, pour moi, restera très importante. Alors au début, la voiture avait un moteur très puissant, mais un peu trop pointu, un peu trop vif en réaction. Et ce n'était pas toujours évident d'arriver à la contrôler parfaitement. Alors en 80, on gagne le rallye dans des conditions donc, difficiles vu l'utilisation du moteur. Quand il n'y avait que de la neige ou que de l'asphalte, on faisait les meilleurs temps. Mais quand il y avait de l'asphalte et des plaques de glace, là, il y a eu pas mal de tête à queue. Il y a eu pas mal de tête à queue. Et voilà, on gagne cette épreuve. Pour moi, la première victoire en championnat du monde. On en a beaucoup parlé, mais j'ai préféré
j'ai préféré 82 où la Renault 5 Turbo était moins puissante. Ah oui, pourquoi? Moins puissante. Ils avaient réduit la puissance, Ouais. mais amélioré largement le fonctionnement du moteur en souplesse, ce qui fait que la 5 Turbo d'une voiture un peu compliquée à piloter était devenue une voiture super facile et super amusante. D'accord. Et ça a continué dans les années qui ont suivi, et 84, 85 avec l'arrivée de la Maxi. Alors là, il y avait la souplesse du moteur, la performance, ça a vite les pneus évolué. très larges. Là, je me suis vraiment régalé dans cette période-là. Alors malheureusement, en 96, vous raccrochez le casque et vous dites que vous raccrochez le casque, non pas pour une question d'âge, mais parce que les voitures ne vous amusaient plus. Ben oui, parce que quand on commençait de faire un peu du spectacle, ben les secondes, boum, c'était plus des dixièmes qu'on perdait, c'était des secondes entières. Et puis, c'est vrai que je commençais à avoir une certaine lassitude de refaire assez souvent les mêmes épreuves. Et là, j'ai proposé, courant 96 ou fin 96, à Renault, de rester dans le giron de Renault, de passer de contrat de pilote chez Renault Sport à la communication chez Renault. Et avec Renault Classique et Renault Sport, je continue de me faire plaisir sans le chrono. Il n'y a plus le chrono, donc je me régale. Donc difficile d'arrêter. Finalement, Voilà. Vous avez toujours gardé ce lien avec le sport automobile. Oui, voilà. Écoutez Jean, cette interview touche à sa fin malheureusement. On serait resté des heures ici à parler. Hein. Enfin moi personnellement, c'était un pur bonheur. Le Monte-Carlo, vous le savez, ouvre le championnat du monde des rallyes depuis la nuit des temps. Cette épreuve mythique a vu passer les plus grands pilotes au monde. Asphalt en a rencontré quelques-uns. Ils nous livrent leurs impressions. Regardez. Ben moi, mon plus beau souvenir, c'est d'avoir gagné le Rallye de Monte-Carlo. Et ben, quand on gagne le Rallye de Monte-Carlo, on passe là-devant. Et on sait qu'on a tous nos amis qui nous attendent. On sait que tous ceux qui ont collaboré à notre carrière et qu'on a rencontrés ici sont tous contents de savoir que vous êtes en train de gagner le rallye que vous avez le plus envie de gagner au monde, quoi. Je dis souvent que c'est une Monte Carlo rallye, elle a beaucoup de caractère. C'est comme une fille qui est peut-être plutôt une princesse qui a grandi toute seule, qui des fois fait la caprice, la tête, mais qui est très belle, qui est extrêmement difficile à conquérir, extrêmement difficile à apprivoiser. Et si tu arrives à apprivoiser une année, l'année après, ça va être aussi difficile. C'est-à-dire, c'est comme la vie. C'est pour ça. Monte Carlo n'est pas facile, c'est difficile, c'est imprévisible, mais c'est exactement ça, c'est le caractère, ça, c'est la beauté de Monte Carlo. Ça ne te laisse jamais indifférent. C'est comme une vie comme une vie comprimée. Normalement, je ne cite pas de victoire quand on parle de plus belle le souvenir. Mais maintenant, oui, bien sûr, 85, Monte Carlo, quand c'était pénalisé à Gap par 8 minutes. Et c'est réussi à surmonter cette pénalité de 8 minutes. Et évidemment, c'était le plus bel souvenir. Pendant la reconnaissance de 85 Monte Carlo, ici à Vals-les-Bains, c'est un crampe total dans mon dos. C'était une semaine à l'hôpital pendant la reconnaissance. Une semaine. Maintenant, la reconnaissance, il dure 2-3 jours maximum. À l'époque, j'ai pu être à l'hôpital pour une semaine. Et finalement, on a gagné le rallye après tous les événements. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Le Monte-Carlo, n'importe comment, c'est déjà le problème à notre époque, parce qu'aujourd'hui c'est quand même différent. Mais à notre époque, on avait le bonheur de pouvoir reconnaître autant que l'on voulait, le temps que l'on voulait. Donc le plaisir, c'était déjà de se faire des contacts avec les gens. On aimait bien manger, d'ailleurs ça se voit, j'ai pas changé. Et donc on s'était mis amis avec des restaurateurs où régulièrement on venait pendant les reconnaissances. Et puis on passait des soirées entières avec les gens du village. On les emmenait même se promener avec nos voitures pour qu'on leur fasse voir ce que c'était que les autos. Quand il y avait de la neige, c'est tout un ensemble. Moi, Monte-Carlo, c'est pas un rallye, disons que c'est un rassemblement de toute une famille de gens qu'on retrouvait tous les ans et avec lesquels on passait des journées extraordinaires. Pourtant, il me semble que vous n'étiez pas adepte des reconnaissances. Non, mais c'est pour ça que j'avais du temps pour aller promener les amis. Pourquoi? Vous partiez toujours à vue, sans note, comme ça? Non, pas à vue, pas à vue. Non, je travaillais beaucoup chez Alpine, étant donné que j'habitais à côté de Dieppe. Donc, pour aider les mécanos, pour la mise au point et tout, je travaillais.
Mais après, sinon, non, je passais au minimum une fois pour vérifier les notes de l'année précédente. Et si je n'avais pas de notes, si c'était un nouveau rallye, je passais 2 fois. Non, pas à vue. À vue, quand même, le minimum de... Ça m'est arrivé. Mais sinon, je prenais les notes de Jean-Pierre Nicolas, qui est adorable et qui me prêtait ses notes. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote très rapide. C'est qu'en 73, quand j'ai gagné le rallye de Grèce au championnat du monde, j'avais les notes de Jean-Pierre. Et il a dit à l'arrivée, il est allé voir Jacques Chénis, notre directeur de course, et il a dit, avec son accent marseillais chantant, et putain, que je prête mes notes à Jean-Luc, que je veux bien, mais qu'il me tape avec, que ça me fait chier. Ah, le Monte-Carlo, c'est un rallye que j'adore et que j'adorerai toujours. C'est indescriptible. C'est une ambiance, c'est des gens, ce sont des journalistes, des routes merveilleuses. Enfin, c'est un très beau rallye. Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose qui vous a vraiment marqué au Monte-Carlo? Bien évidemment, ce qui m'a marqué au Monte-Carlo, c'est lorsque l'on a gagné en 73, c'est-à-dire il y a très longtemps. Je m'en souviens plus très bien, mais quand même un peu. Comment ça se passait dans la voiture avec Jean-Claude? Dans la voiture, ça s'est toujours bien passé avec Jean-Claude. Quoi qu'on puisse penser, il conduit toujours merveilleusement bien et ensemble, on avait une osmose qui a toujours existé. Alors, le rallye de Monte-Carlo, le rallye de Monte-Carlo, pour les pilotes français et latins, c'est l'événement le plus important qu'il faut gagner dans sa vie. Et malheureusement, c'est très dur de le gagner. Pourquoi? Parce que il faut être dans la bonne condition ce jour-là, il faut avoir la bonne voiture, il faut être sûr de soi ce jour-là, il ne faut pas faire la moindre faute sur des centaines de kilomètres. Et voilà, le jour de la victoire, il faut tout réunir et être un peu plus rapide que le deuxième. Voilà. L'année où j'ai gagné, moi, en 78, il y avait beaucoup de neige. Mais la neige est arrivée après 3 ou 4 spéciales et on était au départ d'une épreuve chronométrée qui s'appelle Pont des Miolans-Saint-Auban, c'est près de Nice. Il n'y avait pas encore de neige et on était tous alignés sur la ligne de départ. Et il y avait les Lancia d'usine, les Fiat d'usine, les Opel d'usine, les je sais plus quoi, et les deux Renault de Ragnotti et Fréquelin et ma Porsche privée, ma Porsche privée. Et au départ, on n'avait pas d'ouvreur, on ne savait pas ce qu'il fallait mettre comme pneu. Et j'ai suivi les conseils de Michelin, qui était mon sponsor principal et qui m'aidait pour cette opération qui était totalement privée. Et c'était du goudron, il pleuvait, mais c'était du goudron sec, enfin noir, bien noir, pas un brin de neige. Et il me dit, chez Michelin, on me dit qu'il faut mettre le maxi cloutage. Alors, c'est-à-dire des roues très étroites avec 700 clous par roue, pyramidaux. Et sur l'asphalte sec, on a dit, bon, ils sont complètement fous, mais tant pis, on y va. Et on part. Et devant nous, les Opel, les Stratos d'usine et tout ça, avaient des pneus très larges. À l'opposé de nous, des tout petits clous. Et au bout de 5 km, la Lancia qui était derrière moi m'a doublé. Au bout de 10 km, l'autre Lancia m'a doublé. J'ai dit, mais ils sont complètement malades chez Michelin. Et puis d'un coup, la neige. Ça de neige. Et là, les voitures qui m'avaient doublé, ils étaient en sens inverse, ils n'arrivaient pas à monter. Et ceux qui étaient devant, c'est pareil. Et j'ai pris la tête du rallye là. Et avec les deux Renault, pareil. Et on a fait une course ensemble jusqu'à l'arrivée. Grâce à Michelin, on a pu faire ce baroud, parce qu'après, il y a eu beaucoup de neige pendant tout le rallye. Et on a pu quitter la tête. Voilà. C'est un très grand souvenir. Voilà. Le Monte-Carlo, c'est un rallye où la tactique, la connaissance du terrain, l'expérience de la montagne comptent énormément. Voilà. Le rallye Monte-Carlo, c'est le rallye le plus grand et le plus dur, celui qu'on voudrait tous gagner. Je n'ai pas gagné, je regrette, je regretterai toujours parce que c'est vraiment très difficile. C'est un mélange de glace, de goudron. Les conditions sont toujours changeantes, c'est sans doute le plus dur. Sur Monte-Carlo, oui, je crois que moi j'ai été professionnel, j'ai eu la chance de conduire des voitures extraordinaires, mais peut-être mon plus grand souvenir, un de mes meilleurs souvenirs de course, c'est en 1981 où j'ai fait le Monte-Carlo avec une voiture de série, une Volkswagen de série,
avec simplement un copain comme mécanicien. Et c'était un copain qui est radiologue, donc il connaissait absolument rien. Et tous les mecs pensaient que c'était un mécanicien d'usine. Alors il venait me dire, tu peux regarder ma voiture? Alors il se mettait en dessous, il tapait un peu dessous et il disait, voilà, ça va bien, t'inquiète pas, c'est réparé. Alors qu'il ne faisait rien, il ne savait rien faire. Voilà. Ça bluffait combien de temps comme ça? Non, à moi, il réparait vraiment, mais c'était aux autres qui faisaient ça. Non, on a beaucoup rigolé et je crois que j'avais fini de mémoire 20e de ce Monte-Carlo 81 et en étant amateur, c'est un énorme souvenir. C'est peut-être ce qui manque au Monte-Carlo, c'est cette notion des amateurs du temps ancien où avec un budget raisonnable, on pouvait faire un rallye, être dans le même rallye que les stars et c'était quand même assez génial. Mais bon, les temps ont changé. J'ai fait beaucoup de passages ici, dans un sens, dans l'autre, tout ça. Mais une année, j'ai voulu en rajouter un petit peu. Et le virage qui redescend vers la Bolène, là, j'ai mis la voiture en travers, j'ai touché le mur de neige à l'intérieur. Et ça, c'était il y a longtemps. Il y avait une banderole d'un marchand de pneumatiques, on ne le dira pas le nom. Et il s'est enroulé à l'avant de la voiture dans les phares. Et je suis parti dans la descente en marche arrière avec la banderole accrochée. Alors je suis revenu plein pot, j'ai refait un passage à l'envers. J'ai fait demi-tour là-bas, ils ont levé la banderole et j'ai refait un autre passage. Donc cette année-là, j'ai fait 4 passages par rapport aux autres qui n'en ont fait que 4. Allez Gilles, on démarre cette émission comme d'habitude par le moteur. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas trop nous attarder sur le moteur, la puissance évidemment, puisqu'il s'agit d'une petite cylindrée, quoique très intéressante. Mais on va plutôt parler de l'architecture moteur qui se trouve désormais à l'arrière. Et finalement, un retour aux premières amours pour Renault, n'est-ce pas? Tout à fait Vanessa. Nous avons un petit côté nostalgie en essayant cette nouvelle Twingo, puisqu'elle a la caractéristique d'avoir, comme vous l'avez dit, le moteur à l'arrière. Et donc, on ne peut éviter de penser à toute la lignée des voitures Renault, notamment pour moi, évidemment, la Renault 5 Turbo. Ah oui. Mais bon, on peut parler de la Clio, on peut parler de la R8 Gordini, on peut parler du Renault Speeder, on peut parler de toutes ces voitures qui ont marqué et qui ont toujours été quand même une des caractéristiques de Renault dans tout ce qui était voiture originale. Alors une version RS évidemment qui n'est pas encore sortie, enfin qui semble en préparation, mais Asphalt sera sur le coup évidemment, avec vous Gilles bien sûr. Mais on a quand même un petit moteur très sympathique, un 90 chevaux turbo qui nous a surpris quand même. Hein. C'est vrai, en prenant en main cette voiture ce matin, je n'aurais pas pensé qu'avec ses 900 cm3, ce petit 3 cylindres turbo compressé puisse nous procurer quand même des sensations pour une voiture qui à la base n'est quand même pas le modèle sportif, vraiment super sympathique, très agréablement surpris. Donc Gilles, une question qu'on se pose évidemment, que les téléspectateurs vont se poser, avec ce moteur positionné à l'arrière, est-ce que finalement on a plus de bruit et est-ce qu'il fait plus chaud dans l'habitacle? Je crois que Renault ont très bien travaillé là-dessus, on a eu de bonnes explications ce matin. Donc au niveau du bruit, nous ne sommes plus justement dans la fameuse Renault 5 Turbo ou R8 Gordini, où vraiment on avait vraiment l'impression d'avoir le moteur oui. vraiment derrière les oreilles. Mais par contre, petit clin d'œil au niveau de la sonorité du 3 cylindres, qui en plus d'être très coupleux, très agréable à conduire, apporte une petite touche vraiment particulière. On sait qu'on est dans une Twingo 3 cylindres turbo. En effet, nous en parlions à l'instant, la R5 Turbo était déjà dotée d'un moteur placé en position arrière. L'innovation pour cette nouvelle Twingo a surtout consisté à implanter un moteur moderne dans un logement réduit en l'inclinant à 49 degrés pour diminuer sa hauteur. Cette motorisation d'à peine 900 cm3 turbo a donc été adaptée. Avec sa puissance de 90 chevaux, les reprises sont réactives dès les bas régimes pour un vrai plaisir de conduite. Bon, avant de commencer cet essai, Gilles, écoutez, on va parler du bolide incroyable que vous nous avez ramené encore une fois. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle est l'histoire de cette voiture? Donc ça, nous sommes en présence d'une Ford RS200, qui est donc la dernière groupe B construite dans les années 85. C'est une authentique groupe B? Oui, tout à fait. Vraiment? Tout à fait. Ça, c'est une vraie qui a donc participé à pas mal de compétitions, notamment avec Stig Blomqvist, qui est un pilote de rallye de notoriété très reconnu. Ce modèle-là a la particularité d'avoir eu une évolution moteur pour faire du rallycross. Parce que ces voitures en 86 n'ont pas pu s'exprimer. C'était les derniers groupes B
fabriquée donc par... Oui, ils l'ont fabriquée alors que le groupe B était en train de s'éteindre et puis finalement c'est arrêté. Et elle est restée sur sa fin, on peut dire ça, c'est dommage. Tout à fait, donc elles ont été utilisées notamment en championnat d'Europe de rallycross, où elles ont gagné. Celle-là a gagné notamment beaucoup de compétitions. Après, elle a participé à la fameuse course de Pikes Peak, où elle a terminé 3e. Et donc... Est-ce qu'on peut parler du moteur et surtout, est-ce qu'on peut le voir? Oui. Alors on y va, allons-y. Allons-y, parce que ça, c'est quand même, je pense qu'il faut le voir. Alors évidemment, nous avons un moteur central arrière, avec une cellule... C'est une 4 roues motrices, évidemment. Évidemment. Avec donc 4 amortisseurs avant-arrière. C'était des prototypes, hein. Les groupes B étaient des prototypes. Il ne devait pas y avoir de respect de règlement particulier, excepté qu'il y avait 200 voitures qui devaient être faites dans le commerce, dites des voitures de route. Commercialisées, oui, tout à fait. Voilà, et donc là on a une extrapolation. Est-ce qu'on en trouve encore justement? C'est très très difficile. En France, il doit en rester une ou deux de cette évolution-là. Et là, nous avons une évolution moteur qui fait plus de 700 chevaux. Donc pour un poids inférieur à la tonne. Oui. Dis-toi, combien inférieur à la tonne. D'accord. Donc nous avons un rapport poids-puissance totalement exceptionnel. Avec ces 4 roues motrices, on peut dire que c'est un des engins qui démarre le plus vite. C'est incroyable. Ce best-of d'asphalte est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour découvrir encore plus d'actualités automobiles. Soyez au rendez-vous en septembre. À très vite.